Alors bonjour à tous qui nous rejoignez progressivement. On va laisser quelques minutes pour que les spectateurs, les participants nous rejoignent sur ce webinaire conclusif organisé avec Armel Hébert. Il est 14h31. Je vous propose que nous démarrions vers 14h34, 35 maximum. Donc laissez 3-4 minutes pour que tout le monde puisse être là. Notre panel est complet aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance d'avoir le niveau du panel qui nous réunit. Et ces quelques minutes d'introduction me permettent d'ailleurs de remercier Manal Azy, Benoît Miribel, Guimbayo, Pascal Révaux et bien sûr Armel d'être avec nous sur ces 90 minutes. Merci Patrice pour votre accueil au sein du think tank Ressources et accueillir ces échanges. Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer, par respect pour ceux qui nous ont déjà rejoints d'ailleurs et qui sont nombreux. Et donc, je voudrais vous souhaiter à tous, à toutes et à tous, la bienvenue. C'est un très grand plaisir de vous recevoir sur ce webinaire du think tank Ressources, dont d'ailleurs certains sont membres fondateurs depuis l'origine, comme Benoît Miribel par exemple. Et je voudrais accueillir aujourd'hui donc les différentes personnalités qui sont avec nous, à commencer par la seule femme de ce panel, et je regrette que ce ne soit que la seule femme de ce panel. Armel est encore organisatrice, je considère qu'elle n'est pas dans le panel, elle est avec moi, elle est à mes côtés. Manal Azy est spécialiste en santé et sécurité au travail dans l'Organisation internationale du travail. Merci beaucoup d'être avec nous, Manal Azy. Guy Kakumbi Mbayo, merci d'être là aussi. Vous êtes aujourd'hui celui qui dirige le bureau régional pour l'Afrique en ce qui concerne le changement climatique et environnement à l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'être là. Pascal Révaux, qui est directeur de l'expertise et du plaidoyer d'Action contre la faim, une ONG très connue. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et puis enfin, bien sûr, Benoît Miribel, que beaucoup connaissent, qui est président du Centre français des fonds et fondations, secrétaire général de la fondation Une santé durable pour tous. Il a d'ailleurs mis son logo derrière lui pour qu'on soit sûr de ne pas se tromper et de bien le reconnaître. Merci Benoît d'être là. Benoît nous accompagne depuis de longues années au titre du réseau ressources. Alors justement, réseau ressources, avant de passer la parole à Armel Hébert qui va faire un petit wrap-up de ce qu'ont été les 2 premières sessions de cette série de webinaires, je voudrais vous dire quelques mots de la création de ce think tank qui a été en fait, j'allais dire, initié en 2004 autour d'un premier colloque à Libreville, autour du thème du droit à l'eau et à l'énergie, de la vision à l'action. Et je dirais que c'est avant tout et surtout d'ailleurs une aventure humaine extraordinaire qui rassemble des personnalités très très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, mais aussi des dirigeants, des très grands dirigeants du secteur privé, du secteur de la santé et plus récemment d'ailleurs des fonds d'investissement et de fondations. Voilà, en fait on a tous en fait une idée très simple qui est une profonde conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Voilà, donc l'idée de ce think tank, c'est alerter, dialoguer, recommander, mais surtout et bien évidemment faire savoir, avec pour objectif de mobiliser à la fois l'attention des décideurs et des médias sur les problèmes d'accès aux services de base dans les pays émergents, et puis essayer de brasser les idées autour des prises de conscience, des mobilisations et des actions concrètes. Voilà, Armel, j'ai dit quelques mots sur ce réseau, ce think tank ressources, et donc je vous passe la parole. Merci Patrice, merci à chacun effectivement de l'ensemble des intervenants de venir nous rejoindre aujourd'hui pour nous partager leurs initiatives, les engagements qu'ils portent et tout particulièrement effectivement à Benoît, donc Guy, Manal et
et Pascal, et également au think tank ressources et Patrice et Martine qui ont accueilli favorablement cette proposition d'un format augmenté quelque part sur les enjeux de santé environnementale et notamment en défi de santé environnementale en Afrique. Donc pour faire un très très bref rappel pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais vraiment être très très synthétique, mais en 2021 en Afrique, près de 40% des décès prématurés demeurent imputables aux environnements dégradés ou nocifs, et ils sont dus notamment à la pollution chimique, ce qui en fait, selon l'OMS, l'une des régions les plus gravement touchées au monde. En 2008, sous l'égide de l'OMS et des Nations Unies, 52 pays africains se sont engagés à mettre en action les 11 actions des accords de Libreville, et ensemble, ils ont donc établi l'Alliance stratégique environnement-santé qui constitue à la fois un cadre institutionnel et aussi une plateforme d'appui essentielle au pays pour la mise en œuvre de ces actions intégrées en matière de santé et environnement. Donc, les impacts profonds de la pollution et cette pandémie nous engagent à repenser transversalement la notion de la santé. Elles invitent l'ensemble des acteurs à évaluer leurs services ou leurs pratiques ou leurs politiques publiques sous le prisme de la santé en termes de bénéfices ou d'impact, selon l'approche One Health notamment, et d'impulser considérablement des synergies entre l'ensemble des différentes parties prenantes pour avoir de l'impact, inscrire ces actions dans la réalité des territoires et des citoyens. Donc, je vais faire un très très bref rappel pour partager avec vous les messages majeurs qui ont été partagés lors des panels 1 et 2. Lors du premier panel, le docteur Marianera de la dimension santé environnementale et climat au niveau de l'OMS nous a rappelé l'urgence des investissements intelligents pour réduire en priorité les risques environnementaux qui sont des déterminants majeurs de la santé, et notamment en investissant sur 2 axes majeurs que sont en priorité les énergies propres, à savoir que la pollution atmosphérique aujourd'hui en Afrique représente aujourd'hui le risque numéro 1 en termes de santé publique. Il vient devant les enjeux liés à l'eau insalubre ou la mortalité infantile. Et en second point, bien sûr, les infrastructures et l'investissement sur les infrastructures d'eau et d'assainissement dans l'esprit du plan Marshall qui a été déterminant en termes de relance du développement en Europe. Michel Leja de l'École de santé publique a vraiment insisté aussi sur l'importance de la cohérence et de la coordination de ces actions au niveau des territoires. Et enfin, sur le deuxième panel, nous avons eu différents acteurs qui ont partagé des retours d'expérience, des initiatives qui nous amènent à mesurer combien ces solutions sont possibles, durables et fertiles pour les pays, notamment le docteur Moudou de l'OMS qui a partagé cette initiative intersectorielle qui a été portée par la ville d'Accra pour la réduction de la pollution atmosphérique, en sachant que près de 20 à 30 000 décès par an sur la ville d'Accra sont dus à la pollution atmosphérique. Cette initiative, donc, en 6 étapes majeures qui partaient de l'étude d'impact en passant par l'évaluation du bénéfice-risque des différents scénarios alternatifs, a permis de former l'ensemble des acteurs locaux, intersectoriels, et de permettre aussi d'intégrer la santé dans toutes les politiques publiques en permettant également l'évolution et l'amélioration des politiques publiques. Lilian Coelho nous a fait un rappel également de l'ensemble des actions qui sont portées par la chaire AgroParisTech Suez, notamment sur les actions de mécénat de compétences. Elle a également pu proposer un certain nombre de projets qui sont des projets inclusifs, et notamment en plaçant les femmes comme des gardiennes de l'eau dans les zones les plus vulnérables. Enfin, le docteur Nathalie Anelkan de l'Université de Pretoria, adossée au Future Africa Campus, a pu partager l'action vraiment majeure qui est portée par l'Afrique du Sud sur les enjeux des perturbateurs endocriniens, et notamment sur que ce soit les enjeux en termes de congrès, de sensibilisation, mais aussi des études épidémiologiques qui permettent aujourd'hui de considérer les impacts majeurs, notamment de la pollution chimique, des faibles doses et de la nécessaire protection des 1000 premiers jours de la vie, qui sont déterminants sur le capital santé pour l'ensemble de la vie, et l'Afrique du Sud également qui a entrepris des actions majeures, notamment sur le monitoring de l'eau pour mieux protéger la santé de l'homme et des écosystèmes. Enfin, Clémentine Langlois nous a partagé et rappelé l'importance aujourd'hui, notamment sur le volet de l'industrie du numérique, et de mieux évaluer les impacts de l'industrie du numérique sur toute la chaîne de valeur, que l'on parle de la partie de l'extraction minière jusqu'aux infrastructures, et notamment de pouvoir mieux mesurer les impacts, les considérer, et pour pouvoir effectivement avoir une industrie digitale qui soit responsable et durable.
Donc, ce panel 3 nous permet aujourd'hui d'inviter des représentants des organisations internationales ou ONG qui vont nous partager leur vision, leurs actions et les agendas qui sont aujourd'hui engagés sur ces enjeux de santé environnementale, renforcement de capacité au sens de l'approche One Health pour effectivement parler au niveau de l'approche santé territoriale. Donc, je vais proposer à Benoît effectivement de nous partager les actions majeures qui sont portées par la Fondation One Sustainable Health. Et merci beaucoup Benoît d'être présent avec nous et de partager cet agenda. Merci beaucoup. Merci Armelle. Bonjour à toutes et à tous. Et je salue bien sûr le fondateur, le président de Ressources, Patrice Tondaloza, qui fait un grand travail dans ce domaine-là depuis des années. J'ai rejoint le think tank en 2005, donc je peux témoigner de cet engagement qui se poursuit et de tout l'intérêt de la thématique d'aujourd'hui. Alors, effectivement, dans ce cycle de 3 conférences, il est élargi à différentes initiatives. Et donc, pour ma part, en partageant mon écran, si je peux, je vais vous parler d'une initiative que nous avons lancée il y a quelques mois, avec la création, derrière moi, vous voyez un logo, d'une fondation qui s'appelle Une santé durable pour tous, donc une utopie pour certains, et un objectif à atteindre pour d'autres. En tout cas, on travaille dans ce domaine-là sans prétention, mais notamment par une porte d'entrée qui est une seule santé, le concept qui a été évoqué, One Health, à l'intersection de la santé humaine, animale et environnementale. Et au-delà, parce que, comme vient de le souligner et de le rappeler Armelle, l'homme aussi est responsable de tas de choses, de tas de pollutions, de tas d'actions dans le monde qu'il façonne. Et vous pouvez regarder avec intérêt le dernier film de Yann Arthus-Bertrand, Legacy, qui montre effectivement ce que nous sommes en train de faire dans notre planète. Il y a aussi de très belles choses qui se font et qu'il faut faire connaître, mais il y a les périls en cours que nous devons maîtriser parce que la pandémie n'y est pas pour rien non plus. Alors, nous avons, je vais peut-être partager l'écran d'un point de vue pratique, ça sera plus facile. Voilà. Donc, je pense que la première diapositive, c'est une initiative qui est de développer un forum, en fait. Donc, cette fondation Une santé durable pour tous développe un forum en partenariat avec le World Health Summit, qui est à Berlin. C'est la référence européenne, le World Health Summit, qui a lieu chaque octobre, fin octobre à Berlin. Et donc, effectivement, face au confinement, ils ont bien sûr validé l'intérêt d'être partenaire d'une telle démarche qui permet d'avoir un travail permanent sur 1 an et demi. Nous nous sommes donné ce projet pour 1 an et demi pour accélérer le partage de connaissances à l'intersection des différents acteurs qui ont déjà intégré le One Health. Alors, il y en a qui découvrent l'approche One Health, d'autres sont en plein dedans, et l'intérêt, c'est de faire les convergences de ces réseaux-là. Donc là, nous sommes bien dans le sujet d'aujourd'hui, avec un travail qui n'est pas scientifique en tant que tel, mais qui est un travail de convergence et de connexion. Alors, rappelons qu'il faut encourager cette approche holistique de la santé humaine parce que nous savons que nous sommes tous concernés par le vivant et que le vivant est en interaction permanente. Il y a les enjeux climatiques que vous connaissez et j'ai évoqué nos pratiques humaines qui ont bien sûr une influence quand on fait des routes, quand on urbanise de plus en plus. Vous avez en tête que 85% de la planète est dans un mode urbain aujourd'hui, avec des très grandes villes, avec, comme Ressources l'a souvent souligné, des problèmes au niveau de la gestion de l'eau, mais des déchets également, des énergies. Et donc, on a voulu, avec plusieurs professionnels, c'est une démarche de professionnels au sens de personnes diverses impliquées sur ces questions-là. Donc, c'est parachuté par personne. C'est venu à la suite du premier confinement, dans l'été dernier, de se dire, mais effectivement, il y a le temps de l'urgence immédiate des personnels soignants, de tout ce qui est entrepris face à ce Covid, mais il faut accélérer le partage de connaissances, de capacités même, que nous avons, les acteurs professionnels, pour continuer à éviter de travailler en silo. Si la verticalité technique est indispensable, par la précision qu'elle apporte, il faut aussi l'horizontale. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui a été à l'origine de cette démarche, de ce projet One Sustainable Health, avec en ligne de mire les ODD 2030.
Comment y contribuer? Donc voilà, c'est une démarche qui s'inscrit dans cette logique-là de rendre opérationnelle l'approche One Health, l'approche Une Seule Santé, parce qu'on estime qu'il faut aussi travailler sur une approche holistique, empirique de ce que nous vivons, pour éviter d'être confrontés à d'autres pandémies, bien sûr, mais au-delà de ça, pour aussi se questionner sur qu'est-ce qui ferait que nous aurions une seule santé pour tous, ce qui parle aussi des sujets qui sont chers à Pascal Revaux, à l'Action contre la faim, de l'accès aux populations voilà, équitable et qui a encore aussi un vœu important. Alors voilà le schéma d'organisation de ce forum auquel vous pouvez vous connecter. Donc, la Fondation Une Santé Durable pour tous, l'un des tout premiers soutiens et moteurs, c'est Jean-Christophe Ruffin. Le World Health Summit, donc, c'est issu de la charité. La charité, c'est la première école de médecine, enfin université de médecine en Europe, en Allemagne, à Berlin. Et nous avons ensemble signé un accord le 26 octobre 2020 pour pouvoir faire cette démarche. Alors, cette démarche, très rapidement, elle a un programme qui a commencé donc en octobre 2020 et qui se terminera en octobre 2022. On passe par plusieurs étapes et le squelette de cette affaire, c'est des workshops internationaux qui verront le jour, qui seront lancés le 7 juillet. Donc, on a fait un point de communication d'ouverture le 6 avril. Hier, on avait un panel ouvert pour montrer différentes initiatives dans le domaine du One Health qui existent. On a aussi le terme de Planetary Health qui surgit beaucoup. Donc, il y a tous ces concepts-là qui sont vraiment, on le voit, à la croisée des différents chemins. Et donc, nos workshops commenceront en juillet, auront un point d'étape à Berlin fin octobre, puis à Genève, puisque le Geneva Health Forum, qui est aussi l'autre événement en Europe très connu pour toutes les approches Global Health, est partenaire de cette démarche, pour après faire une publication, c'est l'objectif qui est donné, une publication au sens de recommandations, de guidelines opérationnelles pour engager, je dirais plus concrètement, l'incarnation de cette approche One Health, dont certains disent c'est un concept que les chercheurs évoquent, mais comment le transcrire sur le terrain, et c'est bien à quoi on va s'attaquer avec ça. Pour cela, on a déjà des partenaires qui ont rejoint, vous avez ici des logos des membres du comité des partenaires stratégiques. Bien sûr, il y a ressources, vous le voyez ça. Et là, cette semaine, le Karolinska Institute, qui est à Stockholm, l'a rejoint. Il y a des ONG comme Friendship au Bangladesh. Et puis, voilà, en principe, Action contre la faim devrait rejoindre aussi, et d'autres ONG. Encore une fois, c'est en cours, c'est très récent. L'idée, c'est d'avoir un carrefour entre des chercheurs et des opérateurs, je veux dire ceux qui mettent en œuvre des projets directement, qui sont confrontés aux réalités, pour qu'ensemble, on puisse faire des préconisations et influencer des lignes de financement, de la réglementation. C'est un sujet que Armelle connaît bien, les questions de réglementation, que ce soit dans les règles de biologie ou dans plein de domaines, c'est très important aussi. Alors, les membres du comité d'experts, en voici quelques-unes, voilà, qui sont, peut-être que vous connaissez. Voilà, on a notamment le professeur Francine Ntoumi, qui est très réputé et qui anime en Afrique le réseau Pandora, qui est dans le One Health. On a bien sûr les deux piliers du réseau Présode. Le réseau Présode est un réseau qui s'est développé, qui est poussé par la France et l'Allemagne, sur les émergences des zoonoses. Donc, on voit qu'on fait converger différents maillons, différents morceaux du puzzle de ce One Health qui aujourd'hui nous anime un grand nombre d'experts, parce que nous savons que si nous voulons aussi nous prémunir de futures pandémies, nous avons à œuvrer là-dessus. Mais bien sûr, il y a d'abord, il faut décarboner, enfin tout ce que l'on sait, mais tout ça, il faut le mettre en partition, et ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est ensemble qu'on doit arriver à le faire, si on peut le faire. Donc, on a pour l'instant un travail en cours. Sur les groupes de travail, il y en a 6, vous voyez les thématiques. Il y en a bien sûr une qui est sur arriver à maîtriser l'impact des pollutions environnementales, du changement climatique et des pressures, de la biodiversité, tout ce qui presse la biodiversité, pour réduire les maladies. Donc, tout ça, c'est fait en lien avec les maladies que ça apporte. Un deuxième groupe sur tout ce qui touche
Sustainable Food and Nutrition, avec la métabiote, avec tout ce qui se passe dans ce domaine-là et les modes agricoles. Donc, je ne détaille pas tous les sous-chapitres, c'est juste pour cliquer sur les thématiques qui sont à ce stade travaillées et partagées avec l'ensemble de la communauté, de ceux qui se connectent à ça, parce que c'est très ouvert. Le Working Group 3 est sur le paradigme, en fait, environnement homme, pour une meilleure santé. Alors ça, celui-là est assez large, mais pour l'instant, il faut aussi garder des thématiques larges pour ne pas recréer de la verticalité et des silos. Donc, le groupe 4 porte un souhait, un accès équitable à la santé, à une santé de qualité. Alors, c'est là qu'on va retrouver la couverture sanitaire, universelle, tous ces aspects-là, et voir comment ça peut se mettre en pratique. Le groupe 5, c'est sur les leviers du changement. Alors, il y a des questions d'éthique, de communication, beaucoup d'enjeux. Et le groupe 6, lui, travaille sur les communautés locales. C'est-à-dire qu'on pense aussi que tout ça doit partir non pas d'en haut, mais d'en bas, c'est-à-dire de villages, de villes, de communautés, pour être mis en pratique dans ces échelles-là. Et puis, il y a un groupe 7 qui est le 6+1, c'est-à-dire tous ces groupes de travail avec le comité d'experts. Voilà l'architecture de ce qu'on est en train de bâtir et qui sera lancé le 7 juillet. Voilà, donc hier, on avait, vous voyez, c'est simplement pour ceux qui connaissent moins ces domaines-là, vous montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans le domaine du One Health, fort heureusement. Je citais le réseau Pandora en Afrique, animé par le professeur Francine Ntoumi. D'ailleurs, elle est dans le comité scientifique de la Fondation Gates, donc elle est très reconnue. Présode, que j'ai évoqué sur les émergences des zoonoses, la commission du Lancet sur le thème One Health, qui va travailler sur 2 ans aussi sur des sujets, le dispositif Planetary Health Alliance, AFRON, qui est le réseau One Health des universités africaines, et voilà une autre initiative aussi qui est liée à la recherche. On sait que la recherche est très stratégique dans une approche faire de la recherche par rapport aux brevets, par rapport à des tas d'enjeux dans ce domaine-là, et l'Institut aussi de santé globale de Genève. Bon, c'était qu'un exemple alimenté aussi. Nous avions des exemples de terrain. Notamment, il y a un projet très intéressant développé par Agronomes Vétérinaires Sans Frontières avec Soltis. Soltis, historiquement, c'est sur le HIV, et avec Casales, une ONG au Sénégal, et ils nous ont expliqué hier comment ils ont bâti un programme One Health. Voilà, l'addition de savoir, la complémentarité pour pouvoir effectivement faire face à ces enjeux-là. Friendship aussi au Bangladesh nous a illustré ça. J'arrive à la fin de la présentation. Ça, c'était des photos des personnalités qui ont témoigné dans la phase de lancement le 6 avril. Vous pouvez voir le replay sur le site de OSH, l'engagement de l'OMS, Isabelle Autissier, qui est la présidente d'honneur de WWF, parce qu'il est important aussi, ou Eric Orsena, qui préside l'initiative en faveur des grands fleuves, il est important d'avoir les personnes, les structures de l'environnement qui viennent aussi travailler avec l'humain et réciproquement pour effectivement faire le maillage entre tous ces réseaux. Vous voyez aussi là Patrick Lartiguet, son institut, c'est Savoir Patient, et c'est la place des personnes qui sont soignées par rapport aux soignants. C'est un trend qui vient du Canada aussi, qui recompose le lien entre soignants et soignés. Donc, on est dans cette approche un peu globale de nos enjeux. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus et voir le cheminement de cette initiative et y participer, connectez-vous au site. Vous avez Max qui est permanent et qui pourra donc répondre à vos questions. Et puis bien, notez le 7 juillet, on vous verra, on vous enverra les connexions pour cela si besoin. Merci infiniment Benoît pour le partage de cette vision globale de l'agenda et de l'ensemble des acteurs, multi-acteurs, multi-horizons qui sont en train de s'engager à apporter de la synergie, de la convergence, comme vous le précisiez au début. On va aujourd'hui et maintenant accueillir Manal Azi, effectivement, qui est en charge des enjeux environnement, santé et sécurité au sein de l'Organisation internationale du travail sur Genève. Merci beaucoup Manal, effectivement, de nous partager les actions engagées aussi sur ces défis. À vous la parole pour 8 minutes. Merci beaucoup.
Parfait, merci beaucoup Armel, bonjour tout le monde, merci Patrice, merci les collègues, c'est un plaisir d'être là et de partager avec vous. J'ai décidé de parler plutôt en anglais, je suis plus à l'aise pour expliquer tout notre travail, mais je peux échanger en français comme vous le voyez nécessaire. J'ai un PowerPoint, peut-être en entendant mon collègue que je préfère utiliser un PowerPoint, ça donne un peu de visuel. Si je peux partager mon écran, si c'est possible ou c'est trop tard. Non, c'est tout à fait possible. Parfait, merci. Très bien. So I'll switch to English, and it was very interesting to hear everybody's input on the issue of One Health. I think the International Labour Organization brings a new perspective to this issue, especially that the world of work is even wider in scope than ever before. And the topic of health and the linkages between occupational safety and health of workers and safe and healthy working environments is today very much linked to the broader public health infrastructure. So at the International Labour Organization, a specialized agency for the world of work, we try to focus mainly on the development of normative standards, international standards. We have over 40 of these instruments that are based on providing protections for health and occupational health to workers in different sectors. So we're talking agriculture, we're talking mining, construction, and manufacturing. And so the hazards and risks in each of these sectors are very different. And the way we deal with them is also very different. So the problem when we talk about environmental health and public health, we forget all the players that are involved. So we see a lot of presence of environmental ministries, we see ministries of health, but we don't see ministries of labor active. And where the ILO comes in is that we also bring in employer organizations and worker organizations to the table. So you can't, for example, change a workplace setting only by asking workers to change their behavior, but the employers have a clear role and responsibility on that. And so we get them to the one platform where they negotiate, they debate, and they agree on these international standards of reference in each of these areas. So we think, workers spend 1/3 of their life at work. We know that nearly 1 million workers, based on some of the recent statistics in 2015, died because of exposures to hazardous substances. So when we work on health in the ILO, obviously it's not just about the environmental aspect or just the chemical hazards or the hazards that have actually an impact on groundwater, air pollution, and the community as such. But it's really focused on workers, but then has that positive impact if we do the right prevention and we follow the right process. And we also look at, biological risks, physical risks, chemical risks, and psychosocial risks, ergonomic risks. So we cannot tackle an issue without looking at all the risks at one point. At the same time, we cannot talk about health of workers and health of people without talking about working conditions. So people accept to go into these dangerous jobs sometimes for the money. So if we can't ensure proper wages and if we can't ensure proper social protection, working time, maternity protections and others, we're still going to see this influx into this kind of economy. And that's why we try to shift from this informal economy and try to, also improve safety and health conditions in micro, medium, and small and medium enterprises. But the focus of our discussion today is sort of our chemical portfolio at the ILO with these interlinkages, not forgetting that there's a focus also on hazardous job labor, because for some of these places where, like in Africa, in mining, in heavy metals, in electronics waste management, there's a heavy existence of child labor, and the hazards there are even more different, and women work, or women that are discriminated out of certain job tasks. So all of these considerations come into play. And chemicals cuts across all of these. Other than our occupational safety and health approach at the ILO, we have the greening of jobs approach, which links directly with climate change and environmental degradation.
We also obviously target a number of sustainable development goals. I won't go into detail there. The toxic substances that we look into that are, that are spread across many sectors are metals, solvents, dust and fibers, especially asbestos, which is still an ongoing issue globally for many political reasons and others. Fumes, acids and bases, and pesticides. So these are, the main hazardous substances that we're trying to prevent exposure to. The other area is obviously major industrial accidents. So some of our conventions are based on the prevention of catastrophes like Seveso, like Bhopal, Chernobyl. We're still in a world where these accidents are happening. Just this summer, in August, we also the ammonium nitrate explosion in Beirut, where hundreds of people were displaced, hundreds were injured, many died. The whole city was on the floor still in 2020. It was one of the biggest explosions, non-nuclear, in history. And this was just due to badly stored substances, bad management of risk, and negligence still in this day and age. And so the ILO is responsible and has a huge, global responsibility to make sure that our standards are applied in every aspect in order to prevent such major catastrophes that have implications that will go on for decades afterwards. And here I'm going to link quickly to another current crisis, obviously COVID-19. And we have a lot of work in that respect in terms of communicable diseases and their prevention through the workplace. So anything that we set up in the workplace is really important to prevent exposure, to crises and viruses that are communicable, but others that are not communicable. Which brings me to our portfolio on non-communicable diseases, which also took a back seat, unfortunately, due to COVID-19. So the prevention of mental health issues and the respiratory diseases, occupational cancer, and all of these issues that, chronic diseases that were put on the side as emergency health services we're trying to take care of a pandemic. So we have to keep in mind this global picture when we're talking about One Health. And I think that's really important in this discussion and in the priority that you've set on facing and discussing what do we mean by One Health, who are the actors. So it's not just people that are experts in health today that are the actors. It's become a multidisciplinary approach that requires so many skills to actually face some of the issues we're dealing with. Here on the screen, you'll see some of the sectors we deal with: textile, clothing. This is huge in so many countries globally and in Africa. Agriculture mainly, and construction, and all the different exposures here through. I will make this PowerPoint available later for participants without going into too much detail, but on each of these we have a proper convention that, based on that, we try to translate the provisions of the convention into national legislation. And after that's done, we try to help enforce, implement through labor inspection and other ways, through training, through incorporating in university studies, in institutes on occupational safety and health, health services, academia, research, etc. So there are many ways that the ILO functions in providing this technical advice and technical support for countries to make a difference across these various sectors. And again, all of these I will not go into detail on the slides, but to give you an idea of the scope and dimension and the different conventions we have that are either risk specific or sector specific, and all revolve around this issue of health. Here you will see the various hazards that you are all aware of in construction. And so I think to this discussion, what's really important is to remember that there is this world of work out there that not only is impacted by some of these hazards and the functions and processes, but also can play an active role in preventing the exposures and preventing the deteriorating impact on the environment as a whole and on climate, heat stress, and all of the other issues. Here you'll see electronics manufacturing. So this is the source. This is where we store, we handle, we produce, we throw waste. This is where all of these dangerous substances are being handled, where we're trying to prevent exposure to workers. We're also trying to protect the community as a whole. Here you'll see waste management and a lot of the various risks and other emerging risks. Our main convention is 170 on chemicals. I think it's an interesting read that covers a broader protection scope.
I won't go into some of these conventions. I know we're limited on time. This gives you a list: asbestos working environment, benzene recommendation, occupational cancer, and specific conventions on specific risks, etc. Another important aspect that we deal with is protections from occupational diseases. So if you're exposed to certain chemicals, we make the link that this is occupational from your exposure during work time. Of course, this is not always easy because of the latency period between exposure and onset of a disease. And sometimes people retire or move from one job to the other, so we can't really link where the exposure was made. But at least we have a list of occupational diseases, and then we're forced to actually compensate workers if they actually are recognized with occupational disease. Another set of products that we have, as you see here on the screen, codes of practice related to chemicals. And these are more guidelines on how to implement certain policies in this area. They're not binding like our conventions, but provide detailed guidance. What's important is they are negotiated tripartitely. So they're signed off by employers, by workers, and by governments. So implementing them becomes easier. We function by the OSH management system. Some of you may be aware of it. I won't go into detail. Some of our recent publications are here. We have one that's not there that just got published last week, a global overview of the linkages between exposure to chemical hazards and the effect on health in a global scale. Madame, On a passé le temps. Excuse me, yes, for the next people. Sure, so I will keep the presentation available for everyone, and just wanted to mention that we collaborate very heavily with the SciCam process, the strategic approach to the international management of chemicals, and are active on the IOMC, and these have different websites and you can see them eventually. I won't take up more of your time. Happy to answer any questions later in the discussion. Thanks so much, Ahmed. Thank you. Excuse me for just challenging the time, but it's very interesting and also holistic vision of all the interaction. But we will come further in details all together. Just let me now. On va reprendre effectivement la parole et reproposer aujourd'hui à Monsieur Guy Mbayo, qui est sur le bureau régional Afro de l'OMS, de pouvoir poursuivre sa présentation. Merci beaucoup. Merci Manal. Oui, merci Armelle. Merci. Donc, je voudrais d'abord te remercier pour l'opportunité qu'il m'est donnée et le privilège de pouvoir être sur le même panel que Benoît, Pascal et aussi Madame Aziz. J'ai ici aussi l'avantage que mes collègues Maria et Pierre Noudou ont déjà planté le décor. Je vais donc peut-être vous permettre de faire un gain de quelques minutes, pas beaucoup. Comme nous le savons tous, les facteurs de risques environnementaux contribuent à 24% du fardeau mondial de morbidité en année de vie corrigée par suite d'incapacité, toutes causes confondues, et à au moins 23% de tous les décès. Et en Afrique, spécialement, on estime que 23% de tous ces décès sont attribuables à l'environnement. On le disait déjà, Armelle, la déclaration de Libreville de 2008 sur la santé et l'environnement est un cadre qui permet d'aborder les déterminants environnementaux de la santé humaine et de l'intégrité des écosystèmes. Au moins 52 ministres africains de la santé et de l'environnement l'ont signé et ils ont intensifié aussi à l'occasion leurs interactions et adopté une position commune sur tous ces défis mondiaux qui émergent. De 2008 à aujourd'hui, le paysage politique a vraiment évolué. On parle maintenant des objectifs de développement durable. On a parlé en 2015 de l'accord de Paris sur le changement climatique. Nous avons, nous, ici en Afrique, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans l'entretemps, les souffrances humaines continuent et elles sont dues généralement à des maladies. On a connu Ebola à l'ouest du continent. On a connu ça aussi au centre du pays, au Congo. On est déjà à la 11e ou 12e série. Et plus récemment, ça c'était une pandémie, on a connu la COVID-19. Et toutes ces maladies-là ont davantage endommagé nos économies et même exacerbé la pauvreté. Alors, en 2019, à Libreville à nouveau, les ministres de la Santé et de l'Environnement sont revenus
Et à l'issue de leur réunion, ils ont adopté un plan d'action stratégique qui court de 2019 à 2029. Et le but de cette action-là, ou de ce plan stratégique, est de nous permettre d'intensifier les interventions sanitaires et environnementales en Afrique, afin de renforcer le dialogue, la coopération et l'intégration au niveau tant national que régional. Et cela sur les questions prioritaires santé et environnement. Ce plan stratégique en soi, il s'appuie sur la gestion, sur notre stratégie régionale en Afrique de la gestion des déterminants environnementaux de la santé humaine. Alors, qu'est-ce que cette action stratégique, ce plan stratégique? Il a 5 axes. Le premier, c'est le renforcement du cadre juridique et politique et les mécanismes institutionnels pour des interventions intégrées santé et environnement, mais, et c'est ce qui fait l'objet de notre discussion ce jour, renforcer les capacités infrastructurelles, techniques et même institutionnelles. Et il permet aussi, le troisième axe, c'est de renforcer ou de mettre en place des systèmes intégrés de surveillance de la santé et de l'environnement. Le quatrième axe, c'est façonner le programme de recherche. Et le dernier, sensibiliser et entreprendre une mobilisation sociale. Rien ne peut se faire sans les populations. Alors, dans notre second axe, qui est l'objet de nos discussions, nous, à l'Organisation mondiale de la santé, en tandem avec le Programme national des Nations unies pour l'environnement, nous visons le renforcement des capacités d'experts nationaux qui opèrent dans les secteurs pertinents tels que l'eau, l'énergie, les produits chimiques, les déchets, le changement climatique, le travail aussi, comme le disait Madame Aziz, etc., sur l'utilisation de l'information sur l'environnement et la santé et la gestion des données. À ce titre, il y a plusieurs fronts sur lesquels nous travaillons. Il y a d'abord la capacité institutionnelle et technique des services nationaux d'hygiène du milieu, qui sont renforcés par l'utilisation d'analyses économiques, de méthodologies telles que le coût de l'inaction et de la réforme de la politique budgétaire verte pour éclairer la prise de décision, le renforcement à long terme des capacités humaines afin de concentrer sur l'intégration de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé environnementale sur les programmes des établissements d'enseignement. En troisième position, la législation, les politiques et les cadres nationaux en matière de santé environnementale. Maintenant, globalement, c'est essayer de doter le personnel de santé nationale et la communauté de la santé publique au sens large de la capacité et des outils nécessaires pour démontrer tant au public qu'aux décideurs l'éventail complet des avantages sanitaires et même sociaux qui peuvent découler de la mise en œuvre des politiques et de stratégies sectorielles. À titre d'exemple, nous avons mis en œuvre plusieurs projets avec l'UNEP, le PNUE, le Programme national de l'environnement des Nations unies. Et parmi ces projets, je citerai Afro 2, qui, lui, nous a aidé de réussir à identifier des alternatives à l'usage du DDT pour la désinsectisation. Et j'aborderai beaucoup plus le projet CHEMOPS africain. Ce projet-là, en soi, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il est en cours, il court depuis 2017, il va expirer en 2022. On le met en œuvre dans 4 pays, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, Madagascar et le Gabon. Alors, pour la mise en œuvre de ce projet, il y a une grande composante de capacity building, renforcement de capacité, oui. De renforcement de capacité, merci. Alors, c'est notamment quoi? Il y a un certain nombre d'outils que nous avons développés. C'est un certain nombre de pratiques que l'on attend les voir observer et de façon institutionnelle, en mettant en place des structures. Par exemple, pour la gestion de ce projet, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place.
dans chacun de ces 9 pays et qui est constitué de membres de ministères différents avec, bien sûr, l'accompagnement de notre staff pays au niveau de chacun de ces pays. Alors, c'est ce comité de pilotage qui prend toutes les décisions, qui guide le pays dans les engagements qu'ils font et nous faisons des formations pour qu'ils comprennent ces outils et qu'ils les utilisent. Ils les ont notamment permis d'identifier les types de risques qu'il y a dans le pays par rapport à la présence ou l'utilisation de certains produits chimiques. Et ensuite, ils ont permis de faire un calcul d'investissement nécessaire pour remédier. Et ils ont permis aussi de développer des visuels qui permettent de savoir où se trouvent, par exemple, les risques liés aux produits chimiques, où est-ce qu'il y a une grande concentration de produits stockés, etc. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pendant qu'on les manipule de façon très pratique. Donc, le travail est encore à faire. Il y a beaucoup à faire. Déjà, la coordination elle-même est un défi elle-même, et mis à part le fait que les ressources ne suivent pas toujours, et à part cela, il y a d'autres paramètres comme la mauvaise gestion, la planification pas la bonne, etc. Merci. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'heure. Parfait, Guy. En fait, vous êtes juste à 16. Parfait. Merci infiniment. On reviendra en détail effectivement sur des questions concrètes sur ces exemples terrain. En fait, on va maintenant accueillir Pascal Revaux qui est en charge du plaidoyer d'expertise au sein de Action contre la faim. Et Pascal, effectivement, a eu la gentillesse de venir nous partager la transformation d'ACF, effectivement, suite à la signature des organisations humanitaires, un certain nombre d'entre elles, sur la déclaration sur les enjeux climat et risques environnementaux. Et donc, voilà la feuille de route que vous êtes en train d'engager au sein d'ACF. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup au think tank Ressources donc, et à Patrice et Armelle. Vraiment, c'est ce genre d'initiative, je pense, qui va nous permettre d'échanger concrètement. Donc, moi, je n'ai pas de PowerPoint, non pas que je critique mes prédécesseurs, mais j'ai plutôt vu cette intervention comme un échange. Alors, un échange d'idées d'abord, la présentation de notre lettre d'engagement ensuite, et concrètement un exemple d'intervention d'Action contre la faim. Nos idées d'abord. Alors, une seule santé soutenable. Moi, j'aime bien le mot soutenable parce que je trouve que durable, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Soutenable, on voit bien qu'il y a toute la question que ça doit non seulement être durable, mais que ça doit être soutenu et que ça nécessite des investissements et une coordination et une organisation sociale bien particulière qui fait que, comme l'a souligné Manal Azy, les personnes directement concernées participent aux décisions qui vont avoir un impact évidemment sur leur propre santé. Une seule santé soutenable, chez Action contre la faim, ça veut dire ne jamais dissocier les enjeux humains, sociologiques donc, de ceux environnementaux, en considérant les écosystèmes comme des partenaires. Lors de l'intervention que nous avons pu regarder hier, effectivement, grâce à Benoît Miribel, Jérémy Pivort de Planetary Health Alliance a bien insisté sur The Great Acceleration, c'est-à-dire la transformation. Il n'est plus temps d'attendre. Nos modes de consommation, nos pollutions ont une aggravation extrêmement rapide sur la situation des populations. Il s'agit donc bien d'un impact direct à travers notre consommation. Et la faim, bien sûr, et nous attendons malheureusement à un impact sur la faim, donc à une augmentation de personnes qui vont souffrir de la faim à cause de cette grande accélération. Donc ça, je crois que c'est très important, ça veut dire que nous sommes tout à fait conscients et engagés pour cela. Avant de passer à notre lettre d'engagement avec 10 autres ONG, qu'est-ce que cette grande transition qui répond à cette grande accélération, cette grande transition écologique, en fait, qui doit aussi concerner les êtres humains et la participation de tous ceux qui sont directement touchés et concernés. D'abord, c'est une question de connexion, ça a été rappelé, mais on voit que le terme est assez vague, mais on voit bien que là, c'est ce qu'on est en train de faire, interconnecter entre des disciplines, entre différents niveaux,
Ensuite, c'est d'abord de la transsectorialité. Moi, j'aime bien ce mot au-delà de la multi ou de l'intersectorialité, parce que ça veut dire qu'il va falloir lâcher quelque chose de son expertise pour reconnaître celle de l'autre, et donc dépasser les questions de territoire au niveau des domaines. Et on sait ô combien c'est difficile au niveau universitaire, par exemple. Et enfin, c'est travailler entre nous sur des modèles d'échange. Pour moi, une des plus grosses difficultés que je rencontre en ce moment au niveau du plaidoyer, c'est comment, au-delà de la question de la connexion et de lâcher sur son territoire, on accepte d'échanger et d'être véritablement sur des décisions inclusives et non pas uniquement par rapport à ces réseaux qui sont déjà constitués ou à des groupes d'alliances qui existent déjà. Et ça, c'est vraiment une transformation et qui est probablement une des plus difficiles à accomplir. Je dirais que la question technique, ce n'est pas la question fondamentale, à mon avis. Si j'en viens maintenant à la lettre d'engagement, cette lettre d'engagement donc a été âprement discutée. Certains se sont demandé mais pourquoi les ONG humanitaires, alors qu'elles sont là pour sauver des vies en premier lieu, donc intervenir là où il y a des vies à sauver. En fait, si nous allons polluer un petit peu, si nous allons taper dans des nappes fossiles, quel est le problème? Nous sauvons des vies. Donc il y a déjà là un changement de paradigme, évidemment, par rapport à la question des générations futures et à la question éthique que ça. Oui, nous sommes aussi responsables vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis des pays avec lesquels nous travaillons, et cela doit aussi guider nos interventions humanitaires. Deuxièmement, lorsque nous intervenons, il y a en fait un certain nombre de nouvelles façons de travailler qui doivent intervenir. D'abord, une étude d'impact. Ensuite, l'association directe, même au cœur de l'urgence, des populations directement concernées, qui d'ailleurs ont déjà mis en place un certain nombre de réponses à l'urgence. Et puis, de la faculté de médecine de Genève, il faut que les ONG humanitaires soient absolument impliquées dans cette question de One Health et qu'elles puissent aussi s'engager concrètement, y compris lorsqu'elles ont des actions de santé. Et je vais donner un petit exemple, excusez-moi, j'ai un portable qui sonne, voilà, un petit exemple très concret. Lorsque nous avons des interventions, nous utilisons énormément de jetables. C'est un des enjeux dans le domaine de la santé, ce qui, bien sûr, nous préserve de contamination. Des maladies infectieuses. Donc là, je ne parle même pas de qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets qui ont des impacts effectivement directs en termes de chimie sur la santé humaine, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on repense comme façon de dans le domaine de la santé? Je donne un exemple très simple. En réanimation aujourd'hui, il y a un certain nombre de réanimations, on n'est plus du tout obligé de venir casquer, ganter avec du jetable. On a des systèmes d'aération qui fonctionnent très bien, on a un lavage des mains, le port du masque. Voilà. Donc il y a quelque chose à repenser de la façon dont nous nous sommes barricadés dans nos systèmes de santé et dont nous avons fonctionné avec de multiples barrières qui sont devenues en fait dangereuses pour notre santé. Ces premières questions ont été assez, je dirais, abruptes au sein de la communauté humanitaire en disant mais d'abord nous n'avons même pas de baseline, nous ne savons même pas combien nous polluons, etc. De toute façon, nous sommes un épiphénomène par rapport aux industries. Oui, mais nous sommes responsables et en plus, à travers cela, nous pouvons mobiliser d'autres acteurs qui vont eux-mêmes prendre conscience de ce qu'il faut transformer et donc nous ferons notre part. Petit clin d'œil à certains. La première chose sur laquelle nous sommes engagés, c'est d'abord de diminuer notre empreinte carbone de 50% d'ici 2030 pour atteindre l'accord de Paris et donc commencer de façon assez abrupte et ne pas dire on va attendre et on verra comment on va prendre la pente. Et là, il y a eu des discussions assez passionnées puisque plein de gens nous ont dit très concrètement « Très bien, mais vous ne savez pas comment on va y aller. Comment on va faire en termes d'approvisionnement, en termes de déplacement ?» On leur a dit « Très bien, on va travailler sur ça et on va mutualiser entre plusieurs organisations d'abord le diagnostic pour voir quelle est notre empreinte et ensuite comment on peut travailler ensemble avec des solutions technologiques. » Ensuite, il nous a paru essentiel de communiquer nos résultats et nos difficultés. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Pourquoi nous y arrivons? Comment faut-il davantage mobiliser les bailleurs de fonds, les décideurs politiques? Et enfin, l'idée vraiment, je dirais, in fine de cette lettre d'engagement, c'est d'arriver à entraîner d'autres partenaires au-delà aussi du monde humanitaire et à faire des liens avec chercheurs et populations locales sur le terrain. Et ce point est essentiel pour nous parce que, comme l'a dit un intervenant aussi jeudi, décidément cette conférence était bien inspirante et je pense au CORED avec M. Yves Selmuden qui a dit
la recherche partenariale avec le Sud devrait être obligatoire, mandatory. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, pour résoudre des problèmes, y compris de santé mondiale, One Health, penser des recherches au Nord. Il faut d'abord travailler avec les acteurs et avec les communautés sur le terrain pour parler des problématiques de recherche, travailler sur les capacités, mais aussi les compétences et les idées des chercheurs du Sud, de façon à ensuite mener des recherches au niveau mondial. Et ça, je crois que c'est un véritable changement de paradigme. Et à Action contre la faim, nous avons un service recherche qui est vraiment engagé dans cette façon de travailler. Et je voudrais finir passer mon temps par un exemple concret autour du plaidoyer que nous menons depuis 2021. Aujourd'hui, vous savez que les systèmes on va dire de production alimentaire, non seulement produisent effectivement des polluants, mais aussi contribuent au réchauffement de la planète pour 30%. Vous savez qu'aussi, il y a toute la consommation de l'eau qui est extrêmement rare, et dans certaines régions, c'est un véritable problème. Je pense évidemment d'abord au Moyen-Orient, mais pas uniquement. Et pour nous, il y a là un enjeu très fort de transformer notre système alimentaire. Et de ne pas penser que la solution viendra d'une solution technologique, mais qu'elle doit passer aussi par une alliance avec les écosystèmes, à travers ce que One Health nous enseigne. Et donc, de, par exemple, renforcer tout ce qui est agroforesterie, agroécologie, en termes de production. Ça veut dire donc diminuer les intrants, diminuer la pollution, travailler avec les écosystèmes, valoriser les savoirs locaux des communautés, valoriser la diversité des semences, travailler sur les chaînes de production de valeur locale, également se retrouver dans des situations où les populations vont pouvoir être directement actrices et s'organiser de façon locale et régionale ensuite sur des réponses adaptées. Et ça nous semble absolument essentiel. Et à ce titre, nous avons rejoint la déclaration de Nyéléni. Nyéléni est une femme mythologique au Mali qui a donc appris, disons, la culture du fonio, qui est une graminée assez contemporain. Et cette déclaration du 27 février 2007 insiste sur le fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment transformer notre modèle de production et de consommation si nous voulons à la fois avoir une meilleure santé, mais aussi conserver la santé de la planète. Ça nous semble très important, et je terminerai par un exemple qui fait peut-être une alliance entre cette agroécologie et cette lettre d'engagement. C'est qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup, évidemment, pour sauver des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë, avec des produits thérapeutiques prêts à l'emploi. Et nous savons que ces produits ont une certaine empreinte, ont une certaine pollution, nécessitent des monocultures d'huile de palme, sont importés, ont des emballages. Donc il y a un effet direct sur les écosystèmes. Mais il y a aussi un effet sur les êtres humains, parce qu'à partir du moment où on est dans de la monoculture, on a aussi des pertes de terre, des ventes de terre, des paysans qui s'appauvrissent. On a aussi, et on le sait, ça a été démontré, des couloirs pour la dispersion et la dissémination, par exemple, de chauves-souris qui vont être plus en contact avec les êtres humains et qui vont favoriser le développement, par exemple, de la fièvre Ebola. Donc, sur tous ces aspects, nous essayons de travailler vraiment avec les associations locales et les ministères. Et je crois qu'il faut souligner en termes de témoignages de terrain qu'un certain nombre de ministères de l'agriculture et d'associations d'agriculture nous ont dit on a besoin de vous, parce que les monocultures, c'est quelque chose qui effectivement rapporte de l'argent à l'État, mais on a besoin d'organisations comme les vôtres qui nous permettent aussi de travailler sur des alternatives et que nous puissions être ensemble, en réseau, et que nous ne nous retrouvions pas isolés, seuls, face à des décisions qui vont impacter notre santé. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup Pascal de cette vision effectivement et d'engagement majeur des organisations humanitaires qui se sont effectivement dans cette signature, qui s'engagent auprès des territoires et des communautés les plus vulnérables, parce qu'effectivement l'environnement étant un déterminant majeur de la santé, les risques environnementaux, les impacts environnementaux exacerbés par les enjeux climat, bien sûr, affectent plus profondément effectivement les communautés les plus vulnérables. Donc, on a un certain nombre de questions dans le fil des échanges, mais en tout cas, je voulais vous remercier à chacun effectivement de la précision de l'ensemble de vos interventions. Je vais me permettre, je ne sais pas si Patrice, vous vouliez aussi reprendre, mais je vais me permettre d'ouvrir un certain nombre de questions et de les adresser aux intervenants. Je me permettais de demander
demander effectivement à Manal, dans le contexte des actions de l'Organisation internationale du travail, vos interfaces aussi avec l'OCDE, notamment sur tous les enjeux, vous parliez des différents domaines d'activité professionnelle, tous les enjeux effectivement de life cycle assessment, donc tout ce qui est l'évaluation du cycle de vie de l'ensemble des produits qui sont aussi utilisés en contexte professionnel, et justement aussi la prise en compte de tout ce qui est dans le contexte de l'économie circulaire. Alors c'est affiché comme ces éléments dans l'hémisphère nord, mais les enjeux de la gestion des déchets justement dans les pays du Sud et toutes les actions de sensibilisation qui sont faites par l'OIT. Merci. Merci Armel, merci. Oui, question très importante. C'est vrai que nous travaillons fortement avec l'OCDE via le IOMC dont j'ai parlé. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'élaborer plus, mais on est 9 agences dans le IOMC, inclus la Banque mondiale, UNDP, le PNUD, UNICEF, UNITAR, UNIDO et plein d'autres, et bien sûr l'OMS, plein d'autres agences qui travaillent. Alors, on essaie de ne pas refaire les mêmes projets, on essaie de partager tout ça ensemble. Et il y a une des slides que j'allais montrer, c'est le IOMC Toolbox. Vraiment, c'est un toolbox qui réunit tous les différents évaluations, les systèmes, les outils de toutes ces agences, alors qu'on n'est pas en train de créer et développer des différents produits techniques ou des outils qui sont déjà faits par d'autres agences. Et surtout, cette histoire de life cycle, circular economy, c'est maintenant un des sujets les plus adressés au niveau de nos travaux et nos projets, nos réunions, justement à cause de ce waste management profile et tous différents types de ce qu'on trouve dans ces déchets. Alors, c'est une bonne question, merci beaucoup. Et c'est clair qu'on est en train de collaborer avec l'OCDE sur tout ça. Merci. Merci beaucoup Manal. Peut-être une question aussi effectivement à Benoît justement sur ces enjeux avec l'ensemble des acteurs et des organisations internationales. On a bien vu dans la conférence qui était portée hier toute la démarche qui va être un enjeu majeur aussi sur la feuille de route et la déclaration OSH de l'harmonisation en matière de réglementation au niveau international. Justement, quelque part on arrive on pourrait réfléchir à avoir un One Health Index qui va adresser un certain nombre aussi bien la partie des secteurs d'activité, mais aussi de prendre en compte, on va dire, les différents organismes, quand on parle de la santé humaine, la santé environnementale, animale, végétale. Donc, tout ce référentiel et cet exercice d'harmonisation au niveau international, avec non seulement une volonté d'un standard qui puisse permettre effectivement d'améliorer les choses, mais de bien prendre aussi en compte les spécificités locales des pays, en fait. Oui, en fait, nous avons vu que la plupart des professionnels qui touchent aux questions de santé, d'environnement, santé humaine, animale, environnement, sont tous liés à une structure, un centre de recherche, une ONG, une université, une entreprise. Et l'intérêt, donc, c'est de favoriser un espace informel à travers ce forum, un espace informel où chacun peut librement s'exprimer dans cet objectif collectif que nous avons, puisque si nous sommes à un instant T, tous parties prenantes d'une structure en particulier qui a ses propres objectifs, elle appartient aussi dans un écosystème beaucoup plus large. Donc, c'est de créer cet espace de liberté d'expression, de discussion, où ensuite, chacune des structures peut se l'approprier par rapport à ses actions pour les prendre en compte. Donc, en fait, on a senti, c'est venu encore une fois d'échanges avec des experts, que nous avions besoin de nous donner un espace de travail donc, pour pouvoir cheminer sur un temps donné. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Nous avions hier ce webinaire consacré encore une fois à différentes initiatives One Health. Le matin même, l'OMS, la FAO, l'OIE, le PNUD déclarait l'ouverture d'un groupe d'experts de haut niveau sur le One Health. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, pour tous les professionnels qui connaissent ces réalités, et surtout les vétérinaires, depuis longtemps, les vétérinaires raisonnent sans frontières entre les deux médecines. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les connaissances
elle ne date pas d'aujourd'hui. Quand Patrice, à travers Ressources et tous ses membres, rappellent les enjeux de l'eau, il y a des choses qu'on sait depuis longtemps. Là où on a des difficultés, c'est la mise en pratique et la mise à l'échelle, la mise en pratique. Alors, on n'a pas la solution et ce n'est pas notre forum qui va permettre de le faire. Il va simplement permettre ces espaces de discussion où les gens peuvent confronter dans leurs différents univers leurs connaissances, les limites de l'entreprise, les limites d'une ONG, les limites des chercheurs qui ont des tas de connaissances mais qui ne sont pas dans l'opérationnel, pour avoir un espace de discussion qu'on ouvre pendant 1 an et demi. Et nous espérons effectivement que chaque structure, chaque entité qui viendra pourra échanger et s'approprier ces enjeux-là. Et par d'autres mécanismes, certains feront peut-être des consortiums, feront peut-être des alliances, on verra bien. Mais nous, on est là pour créer cet espace de rencontre, de discussion. On voit bien qu'on est à un instant T où on a besoin d'échanger sur les choses pratico-pratiques. On est assommé de publications, de connaissances. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'il faut décarboner, c'est une évidence. Mais comment on fait pour décarboner véritablement? Alors, par exemple, le Centre français des fondations, on a créé un programme spécifique pour ça et on engage les fondations à le faire vraiment. Et pour moi, c'est une vraie avancée parce qu'il y a 5 ans en arrière, j'avais réuni en région Rhône-Alpes 150 fondations, j'avais invité Jean Jougel et beaucoup de fondations m'avaient dit « Écoute Benoît, nous, on n'est pas concernés par l'environnement, on n'est pas la fondation Nicolas Hulot ». C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, voilà, on a plus d'une centaine de fondations qui ont revu tous leurs placements financiers pour les mettre en cohérence avec ce qu'elles soutiennent par ailleurs. Donc, effectivement, comme ça a été dit, on le voit les uns les autres, hein, c'est de voir comment on fait bouger globalement les choses. Et les enjeux sont tels que c'est un ensemble de connaissances, mais de mise en pratique. Et les mises en pratique, si elles sont difficiles, c'est parfois des gouvernances, des réglementations, enfin, beaucoup de choses, on va essayer d'en discuter ouvertement. Mais on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que nous, on crée, ça répond aux besoins, un espace informel, et c'est dans les espaces formels que ça va se régler. Et on ne sera pas là, nous, en espace formel. On ne peut pas tout régler à la fois, vous voyez. Voilà. C'est trop facile, Benoît. On ne sera pas là dans l'espace formel, c'est-à-dire que voilà, vous avez joué un rôle d'alerte et que vous ne seriez pas dans l'espace formel. Non, il y a quand même une chose intéressante par rapport aux 5 ans dont vous venez de parler, et je me permets d'intervenir sur ce sujet-là, c'est qu'il y a 5 ans, bon nombre d'investisseurs financiers, en particulier les grands fonds d'investissement qui aujourd'hui maîtrisent d'une certaine manière le capital de grandes sociétés actives dans le domaine de l'environnement, ou alors qui sont parfois la cause de perturbations dans l'environnement, ont pris une vraie conscience, on peut le dire. On peut critiquer bien évidemment les approches. J'entends déjà les sourds de remontrance, mais il n'empêche que quand des sociétés comme BlackRock ou d'autres fonds d'investissement comme Templeton ou d'autres donnent des indications de sanctions réelles sur la validité de leur investissement en fonction des résultats ESG, eh bien, écoutez, quand même, ça veut dire que quand même les choses avancent, progressent, même si elles sont bien évidemment parfois et souvent de façade. Il y a quand même sur le fond un mouvement lent, mais qui est irrémédiable d'amélioration. En tout cas, moi, je donne ce signe-là positif que j'ai pu… Oui. Il y a d'ailleurs sur ce registre-là Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en ce moment, qui travaille avec l'harmonisation au niveau Europe de ce qu'on appelle… je cherche le terme, extra-financier, c'est-à-dire les performances extra-financières des entreprises. Donc, ça va dans ce sens-là, et tant mieux parce qu'il faut mettre la pression sur cet aspect-là. Oui, effectivement, je pense que ça faisait partie aussi des points qui étaient peut-être comme ça pourrait être une question à tous que je vais vous poser juste après, mais je me permettais effectivement on avait eu l'occasion d'échanger aussi avec Pascal Revaux sur ces enjeux. Effectivement, le One Health aujourd'hui est une démarche qui est absolument déterminante. Elle a été portée ces dernières années notamment sur les enjeux des zoonoses, donc on est bien effectivement sur le risque infectieux, le risque pathogène et l'importance aujourd'hui de bien mesurer et de bien prendre en compte pas uniquement les risques, on va dire, aigus ou subaigus, c'est-à-dire des pathologies à vecteurs, mais aussi de prendre vraiment en compte l'enjeu des pathologies chroniques associées justement à l'exposition des pollutions chimiques et de l'empreinte chimique sur l'environnement. Je faisais une toute petite parenthèse pour rappeler, effectivement, quand on parle de coûts et quand on parle maintenant d'intégrer la santé environnementale et l'approche One Health dans les démarches de RSE, je pense que c'est ce vers quoi, effectivement, on doit tendre. Pour rappel, en 2016, on avait quand même une estimation des coûts des perturbateurs endocriniens pour l'Europe uniquement qui s'élevait déjà à 157 milliards d'euros par an
en ne prenant en compte que 5% des substances, en fait. Donc, on a une sous-estimation. Bien sûr, c'était à peu près x2 pour les États-Unis. Ces estimations coûts ne sont pas faites dans toutes les zones géographiques et quelque part, mesurer l'impact de ces pathologies chroniques qui vont adresser tous les body systems et qui peuvent avoir des effets sur plusieurs générations est absolument considérable et vraiment à prendre en compte. On l'a déjà abordé effectivement à plusieurs reprises aussi avec Pascal, et y compris les actions des ONG dans la façon de déployer leurs actions sur les territoires. Donc, c'était peut-être une question que je voulais aussi proposer à Guy de nous partager un exemple assez concret effectivement sur des projets Chemo Project là, dont vous parliez tout à l'heure, et comment elles vont impliquer aussi l'ensemble des communautés, de la société civile et des ONG locales. Oui, le projet CheMOPS, comme je le disais tout à l'heure, est à terme censé nous aider à voir les États d'eux-mêmes mettre en place des observatoires des produits chimiques. Ça devra donc leur permettre d'abord identifier les produits chimiques les plus à risque dans leur pays, faire un inventaire. Ensuite, identifier les moyens de les contrôler dans une certaine mesure. Et cela va aller au travers notamment de l'information, et l'information à tous les niveaux. Je pourrais peut-être dire que comme le projet est encore en cours, on n'a pas encore des produits délivrés, mais je peux déjà dire que du point de vue information, mobilisation des communautés, c'est déjà un plus. Parce qu'on parle déjà aux gens du ministère de l'Environnement. Vous verrez un hôpital, dans sa façon de gérer ses déchets, ils sont au courant de leurs limites. Je prends par exemple le cas à Madagascar. Ils ont partagé avec nous le fait que, étant une île, il est crucial qu'ils puissent s'assurer de veiller d'abord à contrôler l'importation des produits chimiques par rapport à savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce que l'on peut, qui peut importer, qui peut ne pas. Ensuite, quand on descend par exemple au niveau d'un centre de santé, les échanges que l'on a permis d'avoir au travers du projet font que déjà maintenant, il y a des gestionnaires de centres de santé, quand ils font leurs commandes, il y a déjà une conscience là-bas dans la gestion des déchets à la source, du point de vue génération des déchets eux-mêmes. Parce que en amont, il y a l'obligation, par exemple, d'incinérer. Les incinérateurs ne sont pas dans tous les hôpitaux. Il faudrait mutualiser. Il y a un peu de retombées comme ça que nous pensons sont déjà en train de se mettre en place. Les investissements ne sont pas là, comme je disais, donc ce n'est pas une panacée, ce n'est pas comme si le projet va résoudre d'emblée tous ces problèmes-là. Oui. Merci Guy. Je me permettais de rebondir effectivement avec sous un angle qui va être probablement croisé, mais Manal, effectivement, dans le contexte de l'organisation donc ILO, comment voilà tous ces enjeux de One Health environnementale peut être porté au sens de vos actions auprès des acteurs professionnels, enfin du monde du travail, sur le renforcement du contenu RSE justement, et de pouvoir accompagner en termes de gouvernance, d'implémenter ces actions One Health et santé environnementale auprès des acteurs, des différents secteurs de l'activité. Quelles sont vos actions concrètes au niveau des différentes zones et quelles sont les synergies? Merci Armel. Je vais switcher à l'anglais, c'est plus facile pour expliquer. Alors, we work in different sectors and different projects globally. So we have worth millions of dollars of different projects in different countries, in over 150 countries. And the way that works, so obviously at the local level, we work with non-governmental organizations, but also with academics, locally institutes and training institutes,
and governmental officials to actually implement the various changes. But the power of the International Labour Organization is not just to make these last level and see the changes, but really to change the legislation for something more sustainable. So if the budget is already integrated as a priority in terms of the government, if the strategic thinking and planning includes ministries of health, environment, labor, agriculture that work together, if the labor inspection system in the health ministry coordinates, collaborates with the labor inspection system in the construction department, in the labor industry. So the idea is to have a proper planning at the national level that prioritizes budgets to be assigned for more sustainable, because what we try to prevent is this: we come in with one project, with one concrete area, one region, one sector, and make a small change and leave. But it's really to create the local ownership and sustainable livelihood changes in terms of child labor, sustainable alternatives, for example, for different sectors like tobacco, etc. There are so many examples. We have offices all across Africa, obviously, we work on so many different levels, like at some of these national levels in these countries, we're on steering committees to work towards the national development plan of these committees to, for example, reduce the use of mercury in mining, to completely eliminate lead in paint and the use of paint and in lead in electronic waste. There are so many other examples. So we work on the higher level normative standard setting and changing the legislation, but we have projects on the ground through our Vision Zero Fund, through our flagship projects. I mean, it's very summarize everything in 5 minutes, obviously, but then I would invite colleagues to either visit our different project websites, local country offices, local safety and health specialists, where we have concrete projects with outlines, budgets, and timelines. But really the approach to have this sustainable approach rather than ad hoc support here and there. So we don't function that way. It's really changing on the long term on these issues and focusing on partnerships, collaboration, so that we don't come in as the UN Environment Program and then we come in as the ILO, we come in as the UNDP and do contradictory or repetitive support. Thank you so much. Je souhaitais poser aussi une question, enfin revenir effectivement sur l'action qui a été présentée hier, Benoît, par Ouganda notamment et Afro-UN, qui porte une action vraiment très très intéressante, constructive, voir quelles sont les synergies avec vous aussi, Guy, sur les actions de One Health en Afrique avec donc Afro-UN et USAID, et de voir effectivement comment la dynamique est engagée sur tout ce qui est renforcement de capacité, interface avec les actions de recherche et développement, sur l'ensemble des secteurs, quelque part, y compris les formations des scientifiques ou des pharmaciens ou des médecins ou des systèmes de santé, comment voilà, ces actions peuvent être déployées au niveau du continent, parce que là, effectivement, on est sur des pays plutôt anglophones. Quelles sont les synergies qui existent et qui sont en train de se construire ou qui pourraient s'établir pour vraiment renforcer ces enjeux de renforcement de capacité en Afrique? Parce que l'exemple qui a été proposé hier était vraiment très, très intéressant, structuré et qui appelle aussi vraiment à de la synergie, à la synergie des différents acteurs. Oui, c'est une très bonne question, Armelle, et je précise donc que toutes les présentations qui ont été projetées hier seront disponibles dès mardi sur le site One Sustainable Health, totalement accessible. L'idée, c'est de faire connaître justement ces différentes initiatives et de favoriser donc les connexions et les convergences. D'accord. Et Guy, vous êtes aussi en interface avec les actions One Health qui sont portées par l'Ouganda en ce moment au niveau international sur le continent? Oui, en définitive, nous avons organisé, ça ce sera déjà le deuxième lot de financement qui aura permis aux universités du Sud de s'engager dans des thématiques précises par rapport au One Health. Dans le premier lot, on avait au moins 6 pays, dont l'Afrique du Sud, dont une université a conduit des recherches spécifiques par rapport à la recrudescence du chikungunya dans un certain district, et cela le liant au changement climatique
qui a affecté d'une certaine façon l'habitat et la santé des gens dans ces zones-là. En définitive, on est aussi engagé. Et le deuxième lot, on l'a fait, on a réuni déjà les représentants de certaines universités pour faire d'abord une révision du premier lot, de ce qu'ils ont eu comme projet avant 2019, afin de décider dans quelle direction on s'engageait pour la suite des recherches dans le continent. D'accord, je pense qu'on est, je ne sais pas Patrice, peut-être si vous avez identifié aussi quelques questions des participants, parce qu'il y a déjà 49. Oui, alors j'ai effectivement une question qui est effectivement autour de One Health à nouveau. Comment est-ce qu'on peut arriver à vulgariser cette notion de One Health et ses enjeux qui est très appropriée par de grandes institutions, des ONG aujourd'hui, mais que la société civile ne connaît pas? D'ailleurs, on n'a pas forcément un accès direct. Comment est-ce que vous comptez, et donc cette question est pour Benoît, comment est-ce que vous comptez essayer de rendre plus ouverte cette notion de One Health et ses enjeux? Alors, c'est une très bonne question. Ça passe aussi par des enseignements. Alors, on s'aperçoit entre ce travail de professionnel qui, encore une fois, va vraiment se déclencher sur le plan opérationnel le 7 juillet, puisque c'est là qu'on va démarrer les 7 groupes de travail internationaux qui vont cheminer avec des points mensuels. On s'aperçoit qu'on a des personnes qui se connectent, c'est la richesse d'Internet, et qui se mettent un peu comme followers. Mais c'est quand même des gens qui s'intéressent un peu à cette question-là. Donc, je pense que ça va passer par l'éducation au sens formation, enseignement. Et il y a une université parisienne aujourd'hui qui nomme une personne spécialement pour que la France se dote d'un enseignement en la matière, puisque je dirais d'une façon un peu caricaturale, la London School à Londres a une avance dans ces domaines-là. London School for Tropical Hygiene. Donc, ça passera effectivement par chaque membre aussi. Le fait qu'aujourd'hui, ressources permettent, alors que son domaine traditionnel, c'est déjà assez large, le WASH, l'eau, l'assainissement, l'énergie, d'élargir, parce qu'on sait que le monde du vivant est interconnecté, on le voit de plus en plus, ça fait partie. Et encore une fois, ça va être travaillé. C'est-à-dire ce questionnement-là, en même temps que des questions éthiques aussi, ça a été beaucoup soulevé par des scientifiques. Ce qu'on a aussi, ce qui m'a surpris, qui est beaucoup sorti, c'est la communication. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui estiment être face à une défaillance de communication, ou du moins une mauvaise communication par rapport, je dirais, aux politiques et au grand public, par rapport à des incompréhensions ou il y a des tas de choses aujourd'hui qui ont beaucoup circulé. Donc, on entend ça et je n'ai pas les réponses. C'est pour ça qu'on sait qu'il faut un travail de fond au-delà des colloques, au-delà des réunions qu'on peut avoir. Il faut un travail de fond pour cheminer et je dirais en dehors de pression formelle qui vient des organisations. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'espace informel permanent qu'on va avoir à un temps donné pour avoir et très international. Runa Khan, qui est du Bangladesh, a toute sa place, elle est dans le comité d'organisation. Enfin, encore une fois, on évite le modèle aussi nord-sud parce qu'il y a des questions de valeur, d'éthique qui doivent être mises au niveau. Donc, je n'ai pas toutes les réponses. C'est en parlant, on appelle ça, nous, la traduction du concept One Health, une seule santé. Mais une seule santé, ce n'est pas seulement au sens biologique du terme, qui est une réalité. C'est aussi une seule santé, c'est-à-dire est-ce qu'on la partage? Parce que si, à l'autre bout du monde, nous le savons maintenant très clairement, les gens ne sont pas en bonne santé, on est nous-mêmes en danger pour notre santé. Donc, c'est des questions d'accès. Enfin, voilà, tous les intervenants et intervenantes ont bien insisté là-dessus. Et quand on est, encore une fois, des professionnels, des experts au quotidien, encore une fois en entreprise, en ONG, dans un labo, on se dit qu'on a une responsabilité commune quand même à essayer effectivement d'avancer là-dessus et de le faire savoir. Je pense que le grand public entend, se dit mais qu'est-ce qu'ils font alors? Pourquoi ils ne travaillent pas ensemble? Ou pourquoi ils ne dépassent pas tout ça? Et je ne sais pas, c'est des éléments de réponse. Merci Benoît. Moi, je pense qu'on va arriver un peu à la fin de la session et je voudrais laisser quelques minutes parce qu'il nous reste 7-10 minutes à peine pour qu'on ait un petit mot de conclusion de chacun d'entre vous. Et je vais peut-être commencer par Guy Mbayo. Guy, quelques mots pour pouvoir conclure cette session d'aujourd'hui. Vu de votre fenêtre. Oui, avant de conclure, je voulais peut-être ajouter un petit mot par rapport à qu'est-ce que nous faisions sur le plan One Health
pour s'assurer que, oui, c'est pris vraiment par tout le monde. Il y a une campagne d'information qui est en cours depuis que le concept est connu et nous avons procédé aussi par des démonstrations. Il y a plusieurs projets que l'on a essayé de mettre en œuvre où on démontrait comment la coopération multisectorielle, pas seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement et même pour le monde animal, permettait en définitive de remettre les équilibres en place, d'assurer que les équilibres sont là pour les bénéfices des trois parties. Donc, il y a plusieurs projets d'information et des projets pratiques qui sont mis en œuvre qui nous permettent de réunir davantage d'évidence sur la façon d'opérer. Et des efforts sont faits au travers même de nos propres organisations déjà par rapport alors à comment on travaille. Maintenant, s'il faudrait conclure ou dire mes derniers mots, moi, ce que je pourrais dire là, ce serait surtout que les gens puissent retenir que par rapport au renforcement des capacités dans le domaine de la santé et de l'environnement, c'est clair, il y a un effort à faire dans le sens où demain, il faudrait que l'on réussisse à avoir des professionnels qui ont d'abord une vision qui va au-delà de leur propre domaine de formation et qu'ils apprennent surtout et beaucoup plus à savoir travailler avec les autres expertises afin d'atteindre leur propre objectif, tout en s'assurant qu'ils ne piétinent pas sur les objectifs des autres. C'est-à-dire, ça ne doit pas être la santé pour la santé, mais c'est la santé en s'assurant que l'on ne défait pas l'environnement, notamment la biodiversité, etc. Et ce n'est qu'à ce titre que la santé sera pérenne elle-même et la productivité plus grande. Pour nous, la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement, surtout après ce que l'on vient ou que l'on est encore en train d'expérimenter, à savoir les retombées de la COVID-19, plus que jamais, il faudrait que l'on se lance dans cette voie-là où on forme, on informe et on pratique. Merci beaucoup. Par rapport à ça, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vais passer la parole à Manal Azy pour nous dire ces quelques mots de conclusion sur ce troisième webinaire. Merci, Patrice. Merci, tout le monde. For me, it was really enlightening to hear of the different initiatives that so many different institutes and people from so many different backgrounds are working on this issue. What was important is bringing us together, I think, today. So we start a conversation. And I think I've had some very interesting exchanges with Armelle already, and we're already planning a call where she's also introducing us to other active people in this area, so that if we do happen to work in one country, that we do this jointly, that all our strategic thinking and is in line with each other as we try to support and produce the help needed in some of these countries. But really, like my colleagues just said before me, more than ever, health has to be seen as one entity, and the responsibility is a joint one, because all of our healths are on the line, no matter what boundaries separate us today. So all of these efforts are necessary for us to prevent pandemics, but also to prevent other kinds of crises to the climate, to the environment, and that will eventually affect human, animal, and environmental health. So I'm very happy to have joined this discussion. Thank you, and it was a pleasure, and I think we will be collaborating further through our different avenues outside of this call. Merci, Patrice. Thanks much, Manal. Pascal, quelques mots. Oui, merci. Alors moi, j'ai 2 points de conclusion. Je vais être assez rapide. Le premier, c'est, comme l'a dit Guy, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la définition d'une seule santé soutenable et avoir une vision partagée. Un des risques, c'est qu'une seule santé soit un concept qui revient aux professionnels de la santé, qu'ils soient vétérinaires, qu'ils soient médecins, qu'ils soient botanistes s'occupant de la santé des plantes. La question est vraiment d'importance. C'est-à-dire que soit nous sommes sur One Health, qui sera un des outils
utilisé par rapport à la catastrophe que nous traversons en ce moment au niveau environnemental et qui met en danger notre propre sécurité, soit ça sera vraiment un concept englobant en considérant que la santé est l'affaire de tout le monde et qu'elle considère aussi bien les citoyens que les professionnels de la santé et que tout le monde participe effectivement à la définition des solutions. Ça, je crois que c'est vraiment un moment très important. En d'autres termes, ne pas réduire One Health à une approche, par exemple, centrée sur les anthropozoonoses ou les épizooties, ça, ce serait ma recommandation. Et je finirai en disant sur le deuxième point qu'il serait illusoire de penser que la gravité de la situation pourra disons, économiser l'effort d'une véritable transformation de nos modes de consommation et de production. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est au cœur de la discussion au niveau de One Health, pour ne pas avoir, comme dit, pour paraphraser Rachel Carlson, de printemps silencieux, donc sans oiseaux, mais là, c'est sans nous aussi. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas uniquement sur des connexions entre nous pour discuter, et il faut le faire, mais il faut aussi que nous ayons le courage et l'audace d'imaginer la transformation à venir. Voilà. Et je vous remercie encore pour cet échange, et j'espère que nous allons poursuivre nos discussions pour aborder des éléments concrets au-delà de notre discussion, qui peut apparaître un peu théorique, mais je pense qu'elle est importante, parce qu'il faut avoir une vision au départ assez partagée si on veut cheminer ensemble. Très bien, merci beaucoup Pascal. Je me permets, avant de passer la parole rapidement à Benoît, de citer Guy Mbayo qui signale que l'OMS Gabon collabore avec les ministères de l'Environnement et de la Santé au Gabon, donc bien sûr. Vous pouvez donc le contacter en ligne ou avoir davantage d'informations sur mbayog@ou.int pour pouvoir continuer ce dialogue. Benoît, quelques mots très rapides parce qu'il faut que je passe ensuite la parole à Armel pour discuter de ce qu'il sera après. Benoît. Donc, deux choses. Il faut développer le concept de démocratie sanitaire, c'est-à-dire effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de rupture avec tous nos concitoyennes, nos concitoyens. C'est un gros enjeu pour nous, les professionnels. Ça passe déjà par travailler nous-mêmes et ça, mais c'est une vraie réalité qui vient d'être évoquée, j'y souscris totalement. Et le deuxième point aussi, je pense que c'est un message pour tous les responsables de structures. Laissez du temps dans vos équipes à ce que les personnes puissent regarder à 360 degrés, au-delà de la structure elle-même, ce qui se passe. Alors évidemment, on est tous avec des plans d'action, des focus, mais c'est comme ça qu'on avance globalement aussi, au-delà des aspects civils. Pardon, merci Benoît. Je passe très rapidement, puisque nous avons déjà dépassé notre horaire, la parole à Armel pour nous dire quelques mots des prochaines étapes en quelques minutes. Merci Patrice, merci à l'ensemble des intervenants. Merci vraiment pour le temps, la qualité des échanges, de préparation et puis des échanges que nous avons eus précédemment. Je ferai un tout petit point avant de conclure. C'est effectivement, on a abordé peut-être pas suffisamment la question de l'eau, et effectivement la question de l'eau est constitutive parce qu'elle constitue plus de 90% de tous les organismes vivants, donc les enjeux de l'eau, et notamment dans les pays du Sud, doit être vraiment considéré aujourd'hui au-delà du risque pathogène, mais aussi de mieux prendre en compte le risque chimique. Donc ça, c'est fondamental et c'est important, et ça croise et ça traverse l'ensemble des secteurs que vous représentez chacun, que ce soit industriel, que ce soit les actions des ONG, que ce soit l'action des pratiques de santé et de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement. Donc, il y a des solutions majeures qui existent, qui sont en train d'être déployées, et notamment dans certains pays, à commencer par l'Afrique du Sud. Donc, pour plus de détails, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Donc, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des participants, des intervenants, remercier aussi le think tank Ressources pour son accueil et l'ouverture sur ces échanges. L'important, effectivement, nous allons venir vers vous avec une synthèse qui va reprendre l'ensemble des échanges très, très riches que nous avons pu avoir ensemble, de voir où sont les points de connexion et puis, effectivement, de continuer l'ensemble des échanges pour poursuivre le dialogue et pour faire converger toutes ces initiatives. Et sur ce qui concerne effectivement le renforcement de capacités en Afrique, un certain nombre d'actions qui sont déjà engagées vont permettre aussi de pouvoir définir et co-construire ensemble ces actions. Et comme le disait aussi Pascal, d'avoir vraiment aussi de prendre en compte toute la question de la transmission des savoirs et justement que les savoirs qui sont aussi du Sud soient fondamentaux pour la co-construction de ces approches One Health, que ce soit dans les contenus de formation,
et au niveau de la sensibilisation et de la transformation des acteurs. Donc, je vous remercie infiniment. Nous revenons vers vous, puisque effectivement, nous avons l'ensemble des coordonnées et nous allons revenir vers vous avec l'ensemble pour consolider la suite et continuer sur cette communauté qu'on a essayé de fédérer à travers ces 3 panels. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci à chacun. Et merci à Yoleni, particulièrement aussi, qui a apporté beaucoup d'énergie, d'intention et de constance à nos côtés et l'ensemble des panélistes des panels 1 et 2 également. Merci à chacun. Merci beaucoup, Armelle. Merci, au revoir. Merci bien. Vous savez que Merci. vous pouvez À retrouver bientôt. des informations et bientôt, évidemment, la retransmission de ce webinaire sur le site de ressources, www.thinktank-ressources.net. Voilà, à très vite et merci infiniment de cette très, très belle session et ces cycles de conférences. À très vite. À bientôt.